version de toi que tu as créée pour survivre est la même version que tu devras détruire parce qu'elle te mettra à terre. La version de toi que tu as créée pour survivre est la même version que tu devras détruire parce qu'elle te mettra à terre. Tu es au bon endroit si tu as développé des traits de personnalité, des réflexes, une façon d'être, un comportement qui t'a permis à une époque, durant l'enfance souvent, de survivre à une situation difficile dans laquelle tu étais. Tu as développé peut-être une empathie extrêmement puissante qui te permettait de anticiper les émotions des autres pour pouvoir mieux gérer des réactions qui pouvaient être dangereuses ou difficiles pour toi. Tu as peut-être aussi développé une grande autonomie émotionnelle, une capacité à te débrouiller toute seule et à ne jamais demander d'aide parce que à un moment donné dans ta vie, ça a été totalement nécessaire parce que tu ne pouvais pas trouver le soutien dont tu avais besoin. Tu as peut-être aussi développé du perfectionnisme parce que à une époque de ta vie, l'échec, l'erreur, le fait d'être potentiellement une source de soucis ou de problèmes n'était absolument pas envisageable et pouvait mettre ton bien-être, ta sécurité en danger. Alors quand je parle ici de danger, bien sûr, c'est à relativiser. Il y a des personnes qui se sont retrouvées dans des situations de danger physique où leur intégrité physique était en jeu. Et puis il y a aussi des personnes qui se sont retrouvées dans des situations de danger plutôt émotionnel, psychologique, le sentiment de à tout moment pouvoir être peut-être abandonné, le sentiment de être désaimé. Voilà, donc il n'y a pas de jugement de valeur, il n'y a pas de c'est plus grave, c'est moins grave, on n'est pas là pour parler de ça, mais je précise juste que quand je parle de danger, si tu n'as pas été en danger physiquement, ne minimise tout de même pas ce qui a pu t'arriver. Salut Akujin, comment vas-tu? Namasté, merci pour ta présence. Peut-être aussi que tu as développé le fait de totalement ignorer tes besoins et de ne pas t'en préoccuper et de toujours te dire que t'allais prendre de toute façon sur toi parce que en fait ça a été encore une fois un mécanisme que tu as mis en place, le fait de taire tes besoins, le fait de pas les écouter, le fait de même plus en prendre conscience parce que à un moment donné dans ta vie, eh bien de toute façon tes besoins, tu n'étais pas en mesure de les honorer parce que tu étais une enfant par exemple et tu savais très bien que tu étais dans une situation qui ne te permettait pas de le faire et du coup aujourd'hui peut-être que tu continues d'ignorer tes besoins. Ça te parle beaucoup? Ah ouais? Ok. Eh ben écoute, ça va très bien moi, Koudjin, merci beaucoup. Ça va très bien, je commence cette semaine avec beaucoup d'enthousiasme, avec un beau soleil, donc c'est cool. Et toi? Donc du coup, si tu te reconnais dans tout ce que je dis, eh bien, ça peut aussi vouloir dire que tu es une personne qui se donne énormément dans le travail. C'est-à-dire une personne qui a une conscience professionnelle très importante, un véritable souci du travail bien fait et qui du coup va toujours avoir tendance à se dire en fait quelles que soient les circonstances je veux faire ce qui me paraît le mieux pour que le travail soit fait correctement. Le truc c'est que même si on essaie de se reprogrammer, il y a toujours des mécanismes d'enfance qui reviennent. C'est tout à fait juste ce que tu dis, c'est que quand ce sont des choses sur lesquelles tu t'es construit, bien souvent, ça se passe effectivement dans l'enfance, eh bien, c'est littéralement à partir de ça que ton être a été pétri, en fait, clairement. Salut PJ,
Merci d'être là, très mignon ces petits émotes. Et en fait, c'est vrai ce que tu dis, c'est que on va beau avoir travaillé sur soi. On a beau avoir travaillé sur soi. On peut revoir ses schémas, ses comportements ressurgir. Et ce que je dirais par rapport à ça, c'est que c'est important de ne pas voir les retours de ces schémas comme un échec. C'est un petit peu... Moi, je vois vraiment le développement personnel et même la thérapie comme un jeu vidéo. Donc c'est une image qui va certainement parler aux personnes qui nous regardent sur Twitch. Dans un jeu vidéo, tu as des niveaux. Et en fait, ce sont plus ou moins des cycles qui se répètent. C'est-à-dire que à chaque niveau du jeu, tu vas avoir des quêtes à accomplir, tu vas avoir des boss à vaincre. C'est quoi un jeu vidéo? Tu vas avoir des boss à vaincre, des quêtes à accomplir. Et ça va se répéter de niveau en niveau avec un degré d'intensité différent, avec un décor différent, avec des ennemis différents, des quêtes différentes, mais ça va se répéter à différents niveaux. Et merci pour le follow, moi Piu Piu. Merci beaucoup. Et en fait, c'est un peu la même chose dans le développement personnel. C'est-à-dire que par exemple, sur tout ce qui va être le perfectionnisme, c'est un exemple, mais j'aurais pu prendre aussi le surmenage, le fait de ne pas savoir dire non, ou plein de choses comme ça. Eh bien, tu vas peut-être dans un premier temps apprendre à être moins perfectionniste dans ton travail. Et puis ensuite, tu vas te rendre compte que tu es aussi très perfectionniste dans ta manière de tenir ta maison, par exemple. Et en fait, c'est souvent que par niveau ou par domaine que ça se débloque. C'est pas à percevoir comme un échec. C'est juste que c'est un apprentissage. C'est un apprentissage. C'est apprendre à fonctionner différemment. C'est des habitudes qui sont ancrées et pour lesquelles on a besoin de trouver des nouvelles façons de faire. Alors, en fait, cette version de soi que l'on a créée pour survivre à une époque, encore une fois, dans le mot survivre, il peut y avoir plusieurs choses. Hein. On peut parler de survie au sens littéral, pour des personnes qui ont été en situation effectivement où leur vie était en danger. Et puis on peut parler de survie au sens plus métaphorique, dans le sens survie émotionnelle, survie psychique, etc. Donc cette version de soi qu'on a créée pour survivre, eh bien c'est souvent cette version-là qui va finalement nous mettre à terre par la suite. C'est-à-dire que à une époque, elle a été extrêmement utile, elle a pu permettre qu'on se sorte d'une situation, mais bien souvent, quand on arrive à l'âge adulte, ou en tout cas quand on n'est plus dans la situation initiale qui nous a fait créer cette version-là de nous, elle devient non pas aidante, mais pénalisante. Et c'est là qu'elle commence à te tirer vers le bas. Parce que le contexte dans lequel tu es n'est plus le même. Et donc ce comportement, cette version de toi-même n'a plus lieu d'être. Ça reste de la survie, même si la vie physique n'est pas menacée, la personne en danger émotionnel va exister au lieu de vivre. Le résultat est quasiment similaire. Je suis bien d'accord avec toi. Et d'ailleurs, lorsque la santé psychique de la personne est en danger, eh bien, au final, ça peut aboutir à des choses très destructrices sur le plan physique, puisqu'on peut se retrouver avec des personnes qui veulent mettre fin à leur jour. On peut se retrouver avec des personnes qui développent de graves problèmes de santé, etc. Donc ça a un impact. C'est pas du tout à négliger. Voilà. Et d'ailleurs, je faisais
quand je nuançais le terme de survie, c'était justement dans le but que les personnes qui nous écoutent et qui ont tendance à minimiser ce qui leur est arrivé, parce que bien souvent c'est ça qui se passe, on minimise, on dit oui non mais ça va, en soi, voilà, j'étais en bonne santé, je me faisais pas frapper, voilà, ben en fait c'est justement quelque part un piège, parce qu'on va minimiser et donc peut-être avoir moins tendance à se dire que on a quelque chose d'important à guérir finalement. Et en fait, cette version de soi, justement, je vous parle de guérison parce que arriver au moment où tu peux te détacher de cette version de toi-même parce que tu as changé d'environnement, parce que tu n'es plus dans la situation dans laquelle tu étais, cette version de toi-même, t'as besoin de lâcher prise dessus et de commencer un processus de guérison. Et c'est là que ça devient en général assez compliqué, c'est que déjà, la plupart du temps, on n'a pas conscience qu'on a créé cette version de soi-même, cette personnalité, ces comportements, ces habitudes, ces schémas, dans le but de survivre, et donc on n'a pas conscience que c'est pas vraiment notre identité. Et du coup, on est attaché à ça parce qu'on croit que c'est notre identité. Donc déjà, il y a le fait de prendre conscience que on est comme ça parce que en fait, on a eu besoin d'être comme ça. Et ensuite, prendre conscience que derrière tous ces schémas, il y a qui tu es réellement, ta véritable identité, que tu n'as pas eu l'opportunité d'explorer parce que tu étais en mode survie. Faut se poser la question, est-ce que quelqu'un qui est SDF en France va se poser la question d'être moins malheureux qu'un SDF en Corée du Nord? Il y a toujours pire, c'est pas une raison pour se négliger, relativiser, pour rebondir oui, mais pas vivre dans le déni non plus. Exactement. Et c'est pas non plus une raison pour excuser ses propres mauvais comportements. C'est ça, en fait. Il y a vraiment cette... En fait, le truc, c'est qu'il y a cette tendance à minimiser ce qui nous arrive. Alors, je parle bien sûr d'un certain profil de personnes, hein, mais bien souvent, quand tu as développé le fait de ignorer tes besoins pour pouvoir survivre à un moment donné, parce qu'il y a eu un moment donné où on peut tous traverser des phases de vie où on ne peut pas s'écouter, par exemple. Des phases de vie où il y a trop d'enjeux et t'es trop en mode survie et il y a trop de trucs qui dépendent de toi et du coup à ce moment-là tu mets juste tes besoins sur mute et je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment arriver à tout le monde. Et puis il y a des personnes qui se sont carrément construits là-dessus en fait. Et quand tu t'es construit sur ignorer totalement mes besoins, ben du coup le résultat bien souvent c'est que tu minimises ta souffrance, tu minimises tes problèmes, tu minimises ta situation. Donc ça fait littéralement partie du schéma en fait. Il y a un mécanisme effectivement de déni, comme tu dis, vivre dans le déni. C'est ça. C'est une forme de déni, mais c'est un déni qui en fait, c'est ça qui est super dur dans le déni. C'est que justement, si t'es dans le déni, comment est-ce que tu fais pour en prendre conscience, puisque c'est dans ta tête que ça se passe? Et en face, tu auras quelqu'un de satisfait que tu ignores tes besoins pour imposer les siens. Oui, exactement. Exactement, merci à Kujin. Parce que ce qui va se passer effectivement, c'est que une personne qui a super tendance à complètement négliger ses besoins et à constamment veiller au bien-être de l'autre, donc comme je disais tout à l'heure, tu deviens ultra empathique, tu deviens ultra doué pour détecter les émotions de l'autre, pour honorer ses besoins à lui, etc. Ben du coup, ça veut aussi dire que quand tu vas te retrouver confronté à des profils de personnes qui abusent, qui ont tendance à abuser des autres, eh bien, non seulement tu ne vas pas
remarquer que cette personne abuse parce que toi t'es tellement conditionné à ce que ce soit normal que tu donnes tout et que tu reçoives rien que du coup tu vas même pas remarquer que c'est abusé. Et du coup ces personnes vont être particulièrement enclines à se coller à toi, du coup, puisqu'elles se disent waouh, alors là c'est le jackpot. C'est vraiment le jackpot. Donc oui, ça fait que on se retrouve entouré de personnes qui finalement entretiennent ce schéma. Tels des parasites. Et donc finalement, c'est un très bon exemple d'une situation où cette version de toi que tu as créée pour survivre finit par te tirer vers le bas, finit par te mettre à terre. Parce que ça va influencer effectivement les relations que tu as dans ta vie. Aussi bien dans ta vie personnelle que dans ta vie professionnelle. Et donc imaginez le truc. T'es à ton compte et du coup, tu te retrouves avec que des clients comme ça qui abusent de ton temps, qui abusent au niveau des prix par exemple, en tirant les prix vers le bas, en te payant super tard, en retard, etc. Tu te retrouves du coup constamment avec des clients qui sont super difficiles à gérer. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est ce schéma en fait qui se répète et qui s'initie dans absolument toutes tes relations. Il y a aussi du coup ton rapport au travail qui est complètement biaisé parce que vu que tu es perfectionniste et vu que tu sais pas dire non et vu que tu n'écoutes pas tes besoins, ben du coup tu deviens finalement une espèce de machine. Tu veux bien faire, mais du coup cette envie de bien faire additionnée avec le fait que tu n'écoutes absolument pas tes besoins et que tu es constamment au service de l'autre, ça fait que tu as une énorme prédisposition pour le burn-out déjà. Donc pour peu qu'il se passe des choses dans ta vie difficiles en dehors du travail, donc par exemple tu te retrouves dans un couple, dans une relation avec beaucoup de toxicité parce que justement tu es avec quelqu'un qui a tendance à être dans l'abus, eh bien le combo des deux il est juste horrible à vivre. C'est dans ma vie personnelle, je me fais abuser, je suis complètement à la merci de l'autre, et puis dans ma vie professionnelle, je suis épuisée et je n'ai absolument aucune soupape de décompression, puisque de toute façon, je ne m'accorde pas de temps pour répondre à mes besoins, puisque de toute façon, je ne sais même plus quels sont mes besoins. Et ça, c'est hyper important de le préciser, c'est que bien souvent, avant de se poser la question de comment je réponds à mes besoins, il y a la question de mais quels sont mes besoins ? Parce que le profil que je vous décris, qui est un profil people pleaser, il ne sait même pas de quoi il a besoin, tellement il ne s'est pas posé la question pendant toutes ces années. Tellement c'est une question qui a été mise de côté pendant toutes ces années. Et si aujourd'hui, même si que tu te reconnaisses ou pas dans le profil que je viens de décrire, si aujourd'hui tu n'es pas la personne que tu as envie d'être, c'est parce que tu ne lâches pas prise sur la personne que tu as construite là. Quelles que soient les raisons pour lesquelles tu as construit cette version de toi, ok ? Le problème c'est que tu ne lâches pas prise dessus. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à passer à la personne que tu as envie d'être. Qu'est-ce que j'entends par lâcher prise sur la version de toi actuelle ? Eh bien, c'est... Je vais vous raconter en fait comment est-ce que moi c'est arrivé. Donc moi je travaillais trop, j'étais perfectionniste, j'étais incapable de dire non, j'ignorais totalement mes besoins et je me sacrifiais toujours pour les autres. Donc on est réellement sur une version de moi que j'ai construite pour survivre à un moment donné dans ma vie et on était sur un profil people pleaser ultra sujet au burn-out. J'en ai fait 3 et d'ailleurs à l'issue de ces 3 burn-out, mon entreprise elle était totalement en PLS.
Alors que moi, ce que je voulais, c'était juste vivre de ma passion et être libre, quoi. Je voulais que ma vie professionnelle soit au service de mon style de vie idéal. Au lieu de ça, j'étais dans une prison que j'avais moi-même créée, donc c'était vraiment très très loin de ce que je désirais. Et en fait, un jour, tout a changé. Et c'est comme ça que cette année, en 2025, j'ai pu fêter mes 6 ans sans burn-out. C'est aussi comme ça que j'ai appris à dire non sans culpabiliser, à me reposer sans culpabiliser. C'est comme ça que j'ai lancé ma nouvelle activité. Et c'est comme ça que, du coup, aujourd'hui, ma vie, elle est concentrée sur, finalement, vivre pour moi et non plus être complètement au service des autres. Petite anecdote, j'ai déjà vu ça dans mon entourage. En gros, un de mes amis, une de mes amies faisait des ongles stylés. Attends, je vais te lire sur l'ordi parce que ce sera mieux. Parce que là, c'est trop petit, je vois pas bien. J'adore quand vous nous partagez des anecdotes en rapport direct avec le sujet. Donc, petite anecdote, j'ai vu ça dans mon entourage. En gros, une de mes amies faisait des ongles stylés. Une de ses anciennes amies avait abusé de ne pas la payer de suite, car d'après elle, ma pote n'était pas dans l'urgence financière et vu que c'était son amie, elle pouvait attendre, d'autant qu'elle avait fait baisser le prix pour elle. J'ai expliqué à ma pote que c'était pas normal, que ce genre d'ami qui se permet de ne même pas rémunérer ton travail auquel tu as toi-même fait un prix pour être sympa ne mérite même pas le statut d'ami. À trop vouloir être sympa, tu te fais manger. Bah, c'est ça, c'est qu'en fait, là, typiquement, on est dans un schéma à sens unique. Parce que, d'un autre côté, en tant qu'ami, comme on dit, les bons comptes font les bons amis. En fait, c'est-à-dire que en tant qu'ami, tu pourrais te dire, enfin, la personne, elle aurait pu se dire, c'est déjà super sympa qu'elle m'ait fait un prix, la moindre des choses est de la payer en temps et en heure. Comme ça, ben, même si elle n'est pas dans l'urgence financière, ben, elle pourrait peut-être se faire un super cadeau, en fait, avec cet argent. Voilà. Il n'y a pas besoin d'être dans l'urgence financière pour avoir envie de se faire, par exemple, plaisir, quoi. Et en fait, c'est un exemple très parlant que tu donnes parce que finalement, la personne, déjà, elle a projeté, déjà, elle a fait une projection de son propre rapport à l'argent sur l'autre. C'est-à-dire que si tu n'es pas dans l'urgence financière, il n'y a pas de raison que je te donne de l'argent vite, en fait. Donc déjà, c'est une personne... J'ai le sentiment, en tout cas, en lisant cette anecdote, même si je la connais pas, mon premier instinct, ce serait de dire que cette personne, elle a elle-même un rapport à l'argent basé sur la survie. Et c'est peut-être probablement une personne qui, elle-même, a du mal, elle aussi, à réclamer son dû, en fait. Ou alors, d'une certaine façon... elle va considérer que le seul moyen de justifier le fait de réclamer son dû est d'être dans la difficulté. Et que du coup, réclamer son dû parce qu'il t'est dû n'est pas légitime. Donc déjà, il y a une projection qui est faite, en fait, de l'ami qui se fait les ongles sur l'ami qui fait les ongles. Et ensuite, il y a aussi, du coup, un schéma où elle se dit que c'est ok. Elle se dit que c'est ok de faire ça et que son ami ne va pas mal le prendre. Donc si elle se dit ça, c'est aussi parce que dans la relation, il y a un truc comme ça qui a été instauré de je peux faire, qui quelque part autorise ça, en fait. Moi, tu me dois de l'argent parce que j'ai travaillé pour toi, tu me payes ou tu perds un genou. Limite, elle s'excusait de la relancer. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Vous imaginez à quel point avoir ce profil people pleaser, c'est pénalisant quand tu es à ton compte.
Vraiment, je comprends pas pourquoi on ne parle pas plus de cette problématique. Bon, déjà, je comprends pas pourquoi on ne parle pas plus du burn-out chez les entrepreneurs, déjà de 1, mais au-delà du burn-out, le people pleasing, mais quand on est à son compte, mais c'est un gouffre. Le people pleasing, c'est genre, je pense sincèrement que c'est un des plus gros problèmes des personnes à leur compte aujourd'hui. C'est-à-dire que quand tu es un people pleaser, tout devient compliqué. Non, c'est pire que ça. Quand tu es à ton compte, il y a un tas de choses qui sont déjà compliquées à la base. Du style, le rapport à l'argent. Surtout en France. Le rapport à l'argent et le rapport à la vente. Tu rajoutes à ça un tempérament people pleaser, une construction de people pleaser, ça rajoute des tonnes d'huile sur un feu qui est déjà extrêmement intense. Et du coup, ça donne des situations du style, cet argent m'est dû, je n'ose pas le réclamer. Alors déjà que quand t'es pas people pleaser, ça peut être compliqué de réclamer ton argent parce que rapport à l'argent, difficile, surtout avec la culture française, etc. Mais alors tu rajoutes ça dessus. Je vous garantis, pour l'avoir vécu, c'est hyper compliqué. Je comprends pas pourquoi on n'en parle pas, pourtant l'État et les médias sont là pour notre bien-être. Mais tu vois, même sans parler des médias, sur les réseaux sociaux, est-ce que finalement, c'est des sujets qui sont abordés, tu vois, moi, dans toute la sphère, coaching business, développement d'affaires, etc. Est-ce qu'on en parle vraiment de ça, explicitement? Alors que pourtant, c'est au cœur des conversations quand tu es entre freelance, en fait. C'est pas mis en avant par les algorithmes. Alors, je suis d'accord, c'est un sujet de niche. Mais même à l'intérieur de la niche, tu vois, parce que moi, mon compte Instagram, je suis énormément de comptes en lien avec l'entrepreneuriat en ligne, l'entrepreneuriat, le développement d'affaires, etc. Donc, automatiquement, l'algorithme me montre des contenus, me montre majoritairement des contenus en rapport avec ça. Eh bien, je te garantis que même en étant moi-même complètement immergée dans cette niche, ces sujets-là, ils ne sont pas abordés. On en parle pour les relations amoureuses, par exemple. On en parle pour tout ce qui est en lien avec la vie personnelle. Mais on ne parle pas des dégâts que cela fait au niveau purement entrepreneurial. Comment est-ce que ça nuit au développement de ton entreprise? Mais c'est même pas que ça nuit au développement de ton entreprise, c'est que quand tu es people pleaser, en fait la source du problème c'est ça. C'est vraiment la source de la majorité de tes difficultés en termes de acquisition client, en termes de génération de CA. Il faut que je trouve mon chargeur, j'arrive. Tout ce qui touche à la vente, tout ce qui touche au fait de faire connaître tes offres, tes produits, tout ce qui touche au fait de te faire payer au bon prix et puis réclamer ton argent quand il y a des impayés, tout ce qui touche à ton organisation, l'organisation et la gestion du temps, tout ce qui touche à ta productivité, tous ces sujets qui sont des sujets mais fondamentaux lorsque tu es à ton compte, tous ces sujets se font parasiter, se font mais totalement parasiter par ce tempérament, par cette version de toi que tu as construite pour survivre à une époque.
En vrai, sans être complotiste, c'est comme ça qu'il y avait une ambiance générale qui s'accordait avec le principe de un consommateur consommera toujours plus s'il est dans le mal-être et la frustration. Ben, c'est une réalité dans le sens où c'est effectivement la douleur qui a tendance à nous faire passer à l'action. C'est effectivement la douleur qui a tendance à nous faire passer à l'action. C'est-à-dire que on est conditionné à passer à l'action pour apaiser la douleur, plus qu'à passer à l'action pour atteindre un bien-être. C'est-à-dire que si c'est pas assez douloureux, le simple fait de se dire ça va me faire me sentir mieux, c'est pas suffisant. Est-ce que c'est de l'inné? Est-ce que c'est de l'acquis? Moi, j'ai tendance à penser que ce biais a été... J'ai tendance à penser qu'on a tellement insisté sur ce biais qu'à un moment donné, c'est devenu un réflexe. C'est devenu le mode par défaut. Moi, j'ai tendance à penser ça. Tu vois, après, je suis pas experte dans ça, mais j'ai plutôt tendance à penser ça. Et je vais continuer de vous raconter comment moi j'ai lâché prise sur la version de moi-même qui me tirait vers le bas et que j'avais créée pour survivre. Parce que oui, j'ai lâché prise sur cette version de moi, puisque j'étais avant complètement bloquée dans des cycles de burn-out à répétition. J'en ai fait quand même 3 en 5 ans. Et avant ça, toute ma vie, j'étais quand même pas mal surmenée. C'est-à-dire que déjà toute ma vie d'étudiante, j'étais totalement surmenée. Et avant ça, à l'école, j'étais pas spécialement surmenée. Mais par contre, j'étais déjà énormément dans des schémas de salut paritaire, comment vas-tu? J'étais déjà énormément dans des schémas de je ne sais pas dire non, j'ignore mes besoins, je me sacrifie pour les autres, etc. etc. Alors, juste pour vous dire, donc paritaire, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne parce que déjà parce que c'est une super chaîne. Petit shout out, attends, hop. Déjà parce que c'est une super chaîne de coworking et aussi parce que Paritaire, là, il a lancé le Festi Focus Pocus qui est un marathon de coworking qui démarre aujourd'hui. Tu te réveilles et tu commences ta préparation. Ok, trop bien. Trop bien. Et ouais, parce que tout à l'heure, il va y avoir la cérémonie d'ouverture du Festi Focus Pocus et j'y serai puisque je fais partie des coworkeuses qui vont se relayer pendant ces 48 heures de marathon. Donc du coup, n'hésitez pas à aller follow la chaîne et à venir nous voir tout à l'heure pour la cérémonie d'ouverture. Et du coup, Paritaire, on était en train de parler de ces versions de soi-même que l'on construit pour survivre à un moment donné dans nos vies. Plus particulièrement de la version de soi people pleaser, puisque c'est la version que moi j'ai dû déconstruire. Et c'est la version que je vois la majorité du temps chez les clientes entrepreneuses que j'accompagne, chez les femmes sujettes au burn-out. Mais c'est aussi valable pour d'autres schémas de personnalité, d'autres constructions de versions de soi qui ont permis de survivre à un moment donné. Et comment est-ce qu'on fait finalement pour s'en défaire, pour pouvoir devenir la personne qu'on a vraiment envie d'être, en fait. Et du coup, pour vous raconter un peu comment ça s'est passé pour moi, en fait, ça s'est passé pendant le confinement. Parce que pendant le confinement, alors je fais partie des personnes qui se sont confinées à la maison, puisque j'étais déjà à mon compte, donc je faisais pas partie des métiers d'absolue nécessité qui devaient continuer d'aller travailler. Sujet difficile et important, ouais c'est ça, ouais c'est ça. Et en fait voilà, donc j'ai vécu
le confinement du coup chez moi. Et d'ailleurs, grosse pensée pour les personnes qui ont continué d'assurer leur mission parce que leur métier était ultra nécessaire. Grosse pensée pour elles parce que c'était... J'ose même pas imaginer à quel point ça devait être difficile. Et donc moi en fait, je fais partie de ces personnes privilégiées pour qui le confinement a été quelque chose... Il y a énormément de positifs qui en est ressorti. J'ai conscience que c'est pas du tout le cas de tout le monde. Et j'ai beaucoup de gratitude du coup que ça me soit arrivé à moi. Moi j'étais déjà associable avant le confinement, ça n'a pas changé grand chose à ma vie. Mais tu sais, moi j'étais tellement enfermée chez moi, surmenée à tout le temps bosser que je te dis la vérité, en termes de vie sociale, ça n'a pas changé énormément de choses. Par contre, en termes de ressenti, ça a tout changé puisque non seulement j'étais confinée, mais en plus, plus personne n'attendait rien de moi. C'est-à-dire que, en fait, avant le confinement, ma vie c'était constamment... C'était vivre dans un souci permanent de répondre à ce que les autres attendaient de moi. Et c'est-à-dire tout le temps m'inquiéter de est-ce que j'ai fait la bonne chose pour cette personne? Est-ce que j'ai anticipé les besoins de cette personne? Est-ce que j'ai fait tout ce qu'il faut, tout ce qui est en mon pouvoir pour mon entreprise? Parce que mon entreprise à ce stade était une entité à l'extérieur de moi que je devais aussi servir. C'était pareil. Et tout ça sans jamais que ce soit à mon tour d'être comblé, sans jamais que ce soit à mon tour d'avoir mes besoins comblés. Je ne savais même pas quels étaient mes besoins et honnêtement, le simple fait d'avoir potentiellement des besoins à combler, ça me faisait chier. Vraiment. Tel quel. Et ça a été long. Ça a été vraiment long d'accepter le fait que j'avais des besoins à combler. Ça a été très très long. Parce que quand tu fais un burn-out, en fait, à un moment donné, tu commences à comprendre que c'est parce que tu n'écoutes pas tes besoins et que tu ne les honores pas. Et j'étais extrêmement frustrée de me dire que j'avais besoin de répondre à certains besoins pour pouvoir être apte à passer à l'action. En fait. Donc, typiquement, merci beaucoup Paritaire, à tout à l'heure. Typiquement, c'était comme si je te disais, ça me fait chier de devoir mettre mon téléphone à charger pour qu'il marche. Je voudrais qu'il marche tout le temps sans avoir besoin que je le charge. Ça me fait chier de devoir mettre de l'essence dans ma voiture pour qu'elle roule. Je voudrais qu'elle roule tout le temps sans avoir besoin d'essence. Tu vois ? C'était vraiment ça l'idée. Et oui, je me considérais comme une machine, pire qu'une machine parce qu'il fallait même pas que j'ai besoin de chargement ou de carburant en fait. Tu vois, dans ma tête c'était ça me fait trop chier d'avoir besoin de carburant quoi. Et du coup je vivais constamment dans l'attente que ce soit un jour mon tour. Je me disais quand est-ce que ça va être mon tour d'avoir mes besoins comblés, quand est-ce que ça va être mon tour de dédier mon temps à mes envies, quand est-ce que ça va être mon tour d'orienter mes actions quotidiennes vers moi, vers ce qui me fait vraiment envie et que je ne fais pas. Et il y avait toujours tout le reste qui passait avant. Les envies des autres, faire plaisir aux autres, rendre service aux autres, faire le nécessaire pour mon business. Tout passait toujours avant. Tout. Le comble, c'est que ce business, à la base, je l'avais créé dans ma tête, c'était en mode, je le créais pour moi, je fais ça pour moi et tout. Et du coup, c'était d'autant plus important pour moi que ce business ait du succès, parce que je me disais, c'est vraiment le truc que je fais pour moi, en fait. Sauf que, dans ce schéma, ce business que j'étais censée avoir créé pour moi, c'était finalement juste devenu une autre entité extérieure pour laquelle j'étais au service d'eux. Et pendant le confinement, du jour au lendemain, tout ça, ça a disparu. Parce que d'un seul coup,
la seule chose qu'on attendait de moi, c'était rester chez moi. Et d'un seul coup, en plus à l'époque, je bossais vraiment dans le secteur de la communication, de la stratégie marketing et tout. Et en fait, plus personne voulait mettre en place de stratégie de communication parce que plus personne n'arrivait à se projeter dans l'avenir. Donc, du coup, il y avait vraiment un espèce de consensus en mode on met tout sur pause là. On met tout sur pause. Et moi, ça a eu l'effet de d'un soulagement, mais le plus grand soulagement que j'ai jamais ressenti de toute ma vie. Réellement. Le plus grand soulagement que j'ai jamais ressenti de toute ma vie, ça a été à ce moment-là. C'est quand j'ai senti toute cette pression se détacher de mes épaules. C'est quand d'un seul coup je me suis dit waouh, j'ai personne à satisfaire et je suis attendue nulle part. Et c'était pareil avec mes proches. Parce qu'en fait on était tous en mode bon bah il se passe ce truc, c'est planète Terre, on doit tous rester chez nous. Et en fait ça a eu cet effet de me donner la sensation que d'un seul coup plus personne n'attendait rien de moi. Que ce soit sur le plan du travail comme sur le plan émotionnel. Et c'est là que quand j'ai ressenti cet immense soulagement, en fait, c'est là que du coup, j'ai lâché prise en fait. J'ai lâché prise. Parce qu'il n'y avait plus rien à attraper. Donc c'était facile de lâcher. Et ce lâcher prise a eu pour effet de me rendre plus créative et plus productive que jamais dans ma vie. J'ai commencé à vivre des journées que je n'avais jamais vécues. Des journées où je me sentais légère. Est-ce que vous vous rendez compte? Pour vous dire à quel point c'était lourd avant. J'arrivais à me sentir légère pendant le Covid. Je veux dire, la période où on était tous ultra angoissés de ce qui était en train de se passer et tout, et ben malgré ça, je me sentais plus légère que jamais. Pour vous dire à quel point c'était lourd, en fait. Donc, je me suis sentie ultra légère. J'ai commencé à vivre des journées où j'étais dans un état de flow permanent. J'étais relaxée. J'étais dans l'acceptation de ce qui arrivait. Aussi, je sais, ça paraît complètement fou, mais j'étais dans une forme d'acceptation de ce qui arrivait. J'étais confiante. Et j'ai commencé à faire exactement ce qui me faisait envie, dans le périmètre de mon appartement, certes, mais exactement ce qui me faisait envie. Et j'ai accompli en 15 jours plus pour mon entreprise que ce que je faisais avant en 6 mois. Je me sentais hyper bien. J'étais pas surmenée. Je faisais ça, c'était ça le comble. C'était que en plus je travaillais, je créais, c'était même plus du travail, c'était vraiment de la création pure. Et de l'apprentissage aussi parce que je me suis mise à me former, un plaisir absolu. Et tout ça, c'est des choses. J'étais tellement épuisée. Avant, j'étais tellement toujours à courir après les besoins des autres et tout que tout ça, finalement, en 6 mois, 1 an, je le faisais pas. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable. En l'espace de 15 jours, j'ai développé une nouvelle offre, j'ai fait un nouveau site web, nouveau branding, nouveau positionnement marketing. C'était des progrès qui étaient extraordinaires. Pour moi, c'était époustouflant. Et surtout de l'avoir fait, mais dans un état de bien-être. Tout le processus a été un kiff absolu. Et c'est là que j'ai compris que en fait, lâcher prise, c'est la clé pour incarner celle que j'ai envie d'être. Lâcher prise sur cette version de moi que j'étais. Et donc comment ça se traduit très concrètement? Ça veut dire que j'ai lâché prise sur tous les trucs qui
uniquement. J'ai lâché prise sur toutes les choses que je faisais dans le but unique de prendre soin de l'autre. C'est-à-dire, j'ai arrêté de me faire passer en dernier. Parce qu'avant, je me faisais toujours passer en dernier parce que je faisais passer les autres en premier. Tout le temps. J'ai arrêté d'être celle qui encaisse parce que j'encaissais tout le temps, que ce soit émotionnellement, j'encaissais des tâches, j'encaissais des missions, des choses, parce que je me disais je vais les faire moi, comme ça sera pas un poids pour les autres. Je vais taire mes émotions pour pas qu'elles soient un poids pour les autres. J'ai arrêté de courir après le fait de devenir la meilleure version de moi-même aussi, parce qu'en fait je me disais toujours que j'étais pas assez. Je voulais devenir la meilleure version de moi. Pourquoi en fait? Pourquoi? Parce que je m'étais mise en tête que il n'y avait déjà que la meilleure version. Je m'étais mise en tête que la seule version de moi qui pouvait réussir, c'était la meilleure. Ce qui est faux. Ce qui est complètement faux. Et aussi, je m'étais mise en tête que je devais devenir la meilleure version de moi-même pour les autres. Pour pouvoir réussir à tout faire. Pour être une espèce de Wonder Woman en fait. Et donc finalement, j'ai lâché prise sur tout ça. J'ai arrêté de me faire passer en dernier, j'ai arrêté d'être celle qui encaisse, j'ai arrêté de chercher à être la meilleure version de moi. Et là, j'ai décidé d'incarner celle qui se libère au lieu de se sacrifier. J'ai décidé d'incarner celle qui suit le chemin de sa joie. Je vais éternuer. À mes souhaits. Je vais incarner celle qui se repose sans culpabiliser aussi. Et je me suis mise aussi à incarner celle qui fait passer ses besoins en premier. Je me suis mise à incarner tout ça en fait. Et donc ouais, c'est comme ça que j'ai arrêté d'être cette personne-là. Et tout à l'heure à Kujin, tu disais le truc c'est que parfois t'as des choses qui reviennent. T'as des... Voilà, la peur de dire non, la peur de poser des limites, un cadre. Il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai vécu. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu une période où j'étais plus vulnérable. Et du coup, j'ai pas été en mesure de poser une limite. Dans le cadre de mon travail. J'ai pas été en mesure de poser une limite. Alors que d'habitude, je la pose. Et là, dans ce contexte-là, je sais pas pourquoi, dès que je vais commencer à être peut-être stressée, fatiguée ou autre, il y a cette tâche-là ou cette limite-là que j'arrive pas à poser, sans rentrer dans les détails. Mais en fait, l'important déjà, c'est d'en prendre conscience. Et puis ensuite, de rectifier le tir. Et en fait, ce qui est cool, c'est que quand je rectifie le tir, je culpabilise pas de le faire. Je me dis, allez, cette limite, je l'ai pas posée, j'aurais dû, vas-y, je la pose maintenant. Voilà. Et j'ai pas... Je suis libérée de tous les scrupules qu'on peut ressentir à l'idée de poser une limite, de poser un cadre. Aujourd'hui, en fait, pour dire que on peut vraiment devenir une nouvelle personne, c'est que aujourd'hui, quand je vois chez les autres les comportements de people pleaser que moi j'avais, aujourd'hui ça me choque. Aujourd'hui ça me choque. Alors qu'avant, dans mon esprit, ces comportements étaient totalement normalisés. C'était, oui, elle réagit comme ça, c'est normal. Maintenant, je me dis, oh purée, elle réagit comme ça doit être tellement difficile pour elle, ça doit avoir tellement de conséquences négatives sur son business. Et c'est tellement loin de la réaction spontanée qui, moi, me viendrait aujourd'hui. Et là, quand tes réactions spontanées ne sont plus les mêmes qu'avant, là, c'est que vraiment, tu as sauté dans une autre version de toi. Donc, sur ce,
je vous invite à réfléchir sur cette notion de lâcher prise. Je suis une certaine personne et ça ne correspond pas à ce que j'ai vraiment envie d'être. Et quand je dis envie, je ne parle pas de ce que vous avez envie d'être pour plaire aux yeux de la société. Non, non, ce que tu aurais envie d'être si personne ne pouvait te juger sur cette planète. Tu vois, si personne pouvait te juger, si la façon dont ils t'aiment restait totalement inchangée, tu vois, genre ils vont pas t'aimer plus, ils vont pas t'aimer moins, imagine que ça n'ait aucun impact sur les autres et sur la façon dont ils te perçoivent. Qu'est-ce que tu aimerais incarner? Qui est-ce que tu aimerais être pour toi-même en fait? Réellement pour toi-même. Et si la réponse à cette question c'est je voudrais être autre chose que ce que je suis actuellement, alors pose-toi la question, comment se fait-il que je ne lâche pas prise sur ce que je suis actuellement? Comment je peux chaque jour faire une action qui me fait lâcher un petit peu prise sur ce que je suis actuellement? Donc par exemple, j'ai du mal à dire non, peut-être pas dans le contexte professionnel, mais peut-être dans le contexte personnel. J'ai du mal à dire non, ok, comment est-ce que je peux faire pour aujourd'hui dire non à un truc facile? Commencez pas à vous donner des objectifs super élevés, c'est comme ça qu'on se fige et qu'on fait rien. Non, non, donnez-vous des objectifs qui sont tellement faciles que ce serait ridicule de ne pas le faire. Et à chaque fois, vous augmentez un chouïa l'intensité et vous allez voir que d'ici 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 6 mois, vous serez déjà une nouvelle personne. Lâcher prise, c'est un des piliers principaux pour s'élever, sauf si vous faites ça littéralement pendant l'escalade. Mais tu vois, oui, il y a des situations, encore une fois, des situations pour reprendre ce qu'on disait en début de live, à un moment donné, tu t'es retrouvé dans ta vie dans une situation où tu devais être dans le contrôle, par exemple. Parce que tu pouvais pas faire autrement. Sinon il y a tout qui se cassait la gueule. Et bien ça peut créer du coup des profils de personnes, une fois adultes, qui sont justement des personnes contrôlantes. Des personnes contrôlantes, des personnes qui ont tendance à contrôler aussi les autres, qui ont besoin d'avoir absolument tout sous contrôle. Et ça peut être pesant dans leur relation, et c'est pesant pour elles aussi, parce que du coup, elles se donnent énormément de responsabilités, une très très grosse charge, etc. etc. Et en fait, voilà, quel que soit le profil dans lequel vous vous reconnaissez, si aujourd'hui, vous identifiez que cette version de vous que vous avez créée, en réalité, c'est celle qui vous tire vers le bas aujourd'hui. Alors, comment est-ce que vous faites pour lâcher prise sur cette version? Ok. Alors, sur ce, le Festif Focus Pocus démarre à 15h15 heure de Paris, tout à l'heure sur la chaîne Twitch de Paritaire. Donc, je vous invite à nous y rejoindre. Je serai du coup sur la chaîne de Paritaire pour cette cérémonie d'ouverture du Festif Focus Pocus. Donc pour rappel, il s'agit d'un marathon coworking qui se tient sur 48 heures. Donc on va se relayer de coworker en coworker pour du coup vous proposer un événement de coworking de 48 heures, et ceux qui vont enchaîner le plus de temps de présence sur l'événement, toute chaîne Twitch confondue, eh bien vous allez recevoir des cadeaux, les amis. Donc des cadeaux qui ont été créés spécifiquement par les animateurs des coworking. Donc n'hésitez pas à rester présent sur cet événement. Plutôt que de lâcher prise, je dirais plutôt qu'il faut lâcher du poids. Si on reste sur l'image de l'escalade, pour atteindre ses objectifs, plutôt que lâcher prise, il faut lâcher l'emprise. En fait, c'est intéressant ce que tu dis, parce que justement, il y a cette confusion qui est faite entre lâcher prise et abandonner. Tu vois, c'est-à-dire que
réellement, on a peur de lâcher prise parce qu'on a l'impression que ça veut dire qu'on va lâcher l'affaire. Et que du coup, qu'on n'atteindra pas notre objectif. Tu vois? Mais non. En fait, c'est là que, tu vois, ça mériterait de faire un live entier sur qu'est-ce que ça veut dire lâcher prise. Parce que lâcher prise, ce n'est pas abandonner. Lâcher prise, ça te permet d'atteindre tes objectifs, en réalité. Tu vois? Là, je vais pas avoir le temps de développer plus que ça. Mais en gros, lâcher prise, ça veut dire que tu retrouves la confiance. Lâcher prise, ça veut dire que tu acceptes le déroulement des choses, et notamment des choses que tu ne contrôles pas. Et du coup, quand tu atteins ce lâcher prise, tu atteins une fluidité qui t'aide à justement arriver à tes objectifs. Tu vois? Donc, là, en fait, je crois que une des raisons pour lesquelles c'est aussi difficile de lâcher prise, c'est justement parce que c'est une notion qui est un peu subtile et qui est difficile à comprendre parce que c'est pas du tout comme ça qu'on nous a enseigné l'atteinte d'objectifs. On nous a enseigné l'atteinte d'objectifs comme une tension à maintenir. Comme justement comment dire, comme justement quelque chose pour lequel tu as intérêt de rester accroché, sinon tu n'y arriveras pas. Or, la tension, physiologiquement, c'est au contraire ce qui nous fait nous éloigner de nos objectifs. La tension, c'est ce qui va déclencher tous nos mécanismes d'évitement. C'est ce qui va déclencher le stress. C'est ce qui va déclencher la diminution de nos capacités cognitives, créatives et d'innovation. Alors que lâcher prise, ça veut dire je fais la part des choses entre ce que je contrôle et ce que je contrôle pas. Lâcher prise, ça veut dire que j'y arrive ou que je n'y arrive pas. Je sais que je n'ai pas besoin de me crisper pour atteindre l'objectif, en fait. Tu vois, en plus, c'est marrant parce que j'avais commencé à faire une vidéo. Au final, je n'avais jamais fini. Je voulais faire une vidéo, en fait, avec plein d'entrepreneurs qui parlent du lâcher-prise et qui parlent de leur propre définition du lâcher-prise. Ça serait intéressant de faire un sujet là-dessus. C'est quoi lâcher-prise et pourquoi est-ce que lâcher-prise, ce n'est pas abandonner, en fait. Donc, sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Je vais regarder qui est-ce qu'on peut raid. Avec l'attention, on perd l'attention. Akujing au top 2025. Ouais, c'est clair. C'est clair. Très très bon parallèle. Paritaire, il n'a pas encore commencé son live, hein, je crois pas. Il était en train de se préparer. Ouais. Ok. On va aller chez Karine Carville, ça fait longtemps. J'adore. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu en live. Merci à vous pour votre présence lors de ce stream. Merci beaucoup à Kujin pour tes partages extrêmement constructifs. Et sur ce, envoyez un max de force à Karine Carville. Et je vous dis à tout à l'heure, 15h15 sur la chaîne de Paritaire. Salut!